sait que c'est un auteur qui a été extrêmement lu dans le protestantisme et qui a joué un très grand rôle dans la pensée républicaine en France. En gros, c'est sur Kant, sur la pensée de Kant, que c'est élaboré, que c'est établi toute la morale laïque républicaine de la Troisième République. La morale de Kant, bon, Kant, c'est pas que la morale, Kant est aussi un auteur qui essaye dans sa critique de la raison pure, de penser en même temps une science fondée sur la raison et en même temps fondée sur l'expérience, qui s'opposait, soit l'expérience, soit la raison. Il essaye de réconcilier les deux morceaux pour fonder la science sur cet esprit critique, avec le sens très aigu de la finitude humaine et donc des conditions limitées qui sont celles de l'intelligence et de la sensibilité humaine. Et puis, alors voilà, donc il y a ça, mais il y a bien sûr une morale kantienne qui est un point très important, et sa morale, on a un tout petit peu réduit sa morale à un truc formel, extrêmement compliqué, une sorte de truc philosophique très compliqué. Au fond, sa morale, c'est une morale, ce qu'il appelle l'impératif catégorique. Catégorique, ça veut dire inconditionnel, ça veut dire quelles que soient les conditions. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher est-ce que c'est, qui c'est, ou qu'est-ce que ça va faire, ça va être quoi les conséquences. On oublie de qui il s'agit et on oublie les conséquences. On essaye de penser la morale à l'état pur, si je peux dire, directement, immédiatement. En ce sens-là, c'est assez proche des commandements de l'Évangile. L'Évangile, le Samaritain tombé à terre, on ne cherche pas à savoir qui c'est, etc. C'est pas un prochain qui est de telle ou telle catégorie, c'est qui a été le prochain de l'homme tombé à terre, c'est tout. Et donc on prend l'homme immédiatement et on voit quelqu'un qui est à terre, on le relève, on le prend, on l'amène à l'auberge, à l'hôtellerie, on en prend soin, etc. Oui. Donc, et puis c'est catégorique, c'est inconditionnel au sens où l'amour est inconditionnel. C'est pas parce que c'est mon frère ou parce que c'est mon voisin ou parce que c'est de toute façon. C'est universel, c'est nécessaire, c'est catégorique, c'est inconditionnel. Il en est ainsi pour tous les devoirs moraux. Les devoirs moraux sont catégoriques, ils sont inconditionnels. De la même manière que l'amour du prochain est inconditionnel, de la même manière, le refus de la violence est inconditionnel. C'est-à-dire que la violence est impossible moralement, parce que la violence, c'est toujours de traiter l'autre comme un moyen et pas comme une fin. Or, la morale consiste à traiter dans l'autre l'humanité de l'homme comme une fin, comme une finalité, et jamais comme un moyen. Donc, la violence, c'est toujours un traitement. Je réduis l'autre à n'être qu'un moyen. Je l'écarte, j'en fais mon moyen, j'en fais quelque chose pour autre chose. Donc, c'est le cœur de la violence. Donc, en ce sens-là, la morale kantienne, elle est radicalement non violente. Elle est non violente, je dirais aussi, puisqu'on a parlé parfois de lien entre la violence et le mensonge, elle est anti-mensonge. Pour Kant, le cœur de l'immoralité, c'est le mensonge. C'est le début, c'est par là que tout se pourrit. Hein. Le mensonge, c'est la pourriture. C'est par là on peut insister sur la dimension parlante de l'humanité. Le mensonge, c'est très grave. Pourquoi ? Parce que ça ruine la confiance dans la parole, ça ruine la confiance dans cette institution qu'est le langage, hein, qui fait que les humains peuvent avoir confiance les uns dans les autres, que les mots peuvent suffire pour un engagement, pour une promesse. Ça ruine toute cette confiance. Et donc, c'est absolument, le mensonge est extrêmement grave. Ça ruine tout. Ça ruine ce qui fait le cœur de l'humanité et des sociétés humaines. Et donc, Kant écrit un petit traité sur le droit, un présupposé droit de mentir par humanité, dans lequel, par exemple, quelqu'un serait dans certaines situations extrêmes, on serait obligé de mentir par humanité. Et il dit non, on n'est jamais obligé de mentir, même par humanité, il faut toujours dire la vérité, même par humanité. Bon. Il faut dire, c'est la vérité due au mourant, c'est la vérité, il faut être vérace. Hein, bon, c'est catégorique chez Kant. Ça a été tout de suite très débattu. Benjamin Constant, Victor Hugo, dans Les Misérables, il y a un chapitre très connu dans lequel la sœur, la bonne sœur, la supérieure même du couvent, ment aux policiers pour laisser Jean Valjean s'échapper. Hein. Donc, et avec tout le débat, alors Victor Hugo passe plusieurs pages pour, en quelque sorte, reprendre tous les termes du débat entre Emmanuel Kant et Benjamin Constant. Donc vous voyez, c'est des questions extrêmement importantes. Donc ça, c'est la morale kantienne. De fait, alors c'est quand même plus compliqué que ça, parce que ça, c'est la morale, parce qu'on est dans le monde des fins, c'est-à-dire dans le monde de la liberté. Mais dans l'histoire
dans l'histoire réelle, dans l'histoire politique, on n'est pas uniquement dans le monde des libertés, on est aussi dans le monde de la nature physique, dans le monde de la pesanteur, dans le monde du déterminisme, dans le monde des nécessités, dans le monde des besoins, la faim, le froid, la soif, etc. Et donc, là, ça complique beaucoup les choses, parce qu'on n'est pas uniquement une pure liberté morale, on est dans un monde concret. Et là, curieusement, Kant, on ne le sait pas assez, Kant est quelqu'un qui a donné chaque année, en même temps qu'il donnait un cours de philosophie, un cours de géographie, dans l'université de Königsberg où il était. Et ce cours de géographie est un cours dans lequel on le voit absolument passionné de la diversité de l'humanité, des formes d'humanité, des formes de vie, des formes d'habitat, des mœurs, la diversité des mœurs, etc. Et lui, il dit, mais en fait, c'est une providence. On dirait que c'est Dieu qui a voulu que l'humanité n'existe que sous la forme de toutes sortes d'humanités extrêmement variables. Son raisonnement est pratiquement un raisonnement écologique à l'avance. C'est-à-dire, en fait, Dieu veut la diversité, la variété des espèces, la variété maximale des espèces, tout ce qui augmente et tout ce qui augmente aussi la répartition à la face du monde. Hein, le fait que les humains soient partis partout, s'établir sous des formes de vie diverses, etc., avec des langues diverses, dans des mœurs diverses, dans des architectures diverses, etc. etc. Ça, Kant est très intéressé par ça. Et il dit, qu'est-ce qui permet de faire ça? Eh bien, c'est justement la guerre, c'est le conflit, c'est la dispute. Les hommes, ils s'éloignent les uns des autres à cause de la dispute. Et donc, la dispute, elle est très 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 malcommode, elle est très pénible pour ceux qui vivent la dispute, mais en fait, elle est utile à l'humanité parce qu'elle aide à disperser l'humanité partout sur la Terre. Il va même plus loin, il dit, qu'est-ce qui fait que des arbres poussent droit, que les troncs des arbres poussent droit? Un arbre tout seul, il ne pousse pas très droit. Des arbres, les uns prenez des hêtres que vous faites pousser un tout seul, il va pousser, bon. Mais si vous les mettez des uns côté des autres, et même relativement serrés, ils vont s'entre-obliger à aller plus loin, plus haut pour chercher de la lumière et de plus haut, et donc ils vont faire des très grands troncs très très droits. Et donc, c'est pas à cause de leur insociabilité, à cause de la dispute qu'il y a entre eux, on pourrait dire de la concurrence qu'il y a entre eux, qu'ils se corrigent mutuellement. Il y a une sorte de correction mutuelle. Les humains ont besoin de la dispute, ils ont besoin du conflit pour se corriger mutuellement. Alors, le conflit, c'est pas la guerre quand même, hein. La discorde, la dispute, c'est pas la guerre. Est-ce que c'est valable pour la guerre? Kant, on l'a dit tout à l'heure pour sa morale, est très opposé à la violence. Et la guerre, dit-il, c'est abominable. Mais il dit, ce qui est abominable, d'abord, c'est que la guerre fait plus de méchants qu'elle n'en supprime. Il est très drôle. Kant est un auteur toujours très drôle. Hein. La guerre, elle supprime des méchants, mais elle en fabrique. Au fur et à mesure qu'elle en supprime, elle en fabrique de nouveaux. Voilà. Et même, dit-il, elle fabrique plus de méchants qu'elle n'en supprime. Bon, ça c'est le premier problème de la guerre. Deuxième problème de la guerre, c'est que le problème de la guerre, en fait, c'est la préparation de la guerre. Parce qu'au nom de la guerre, de la préparation de la guerre, on est capable d'étouffer un peuple, de l'épuiser économiquement, par les impôts, par les taxes. On est capable de le galvaniser, donc psychologiquement, de l'amener à obéir à un seul, à être obéissant comme jamais il serait obéissant naturellement, si je peux dire, parce que c'est la guerre, et donc on va les galvaniser. Donc, tant, il le voit avec la Révolution française, il le voit avec les victoires des armées françaises, hein. Donc il observe autour de lui le fait que la guerre, la préparation de la guerre est extrêmement dangereuse, extrêmement, elle fait beaucoup de mal aux humains, et surtout elle entrave les progrès de la culture, les progrès du raisonnable, les progrès de la conversation, les progrès des Lumières. La guerre entrave les progrès des Lumières. Mais, d'un autre côté, s'il n'y avait pas de guerre du tout, eh bien, imaginons un empire qui n'a jamais été attaqué parce qu'il est trop puissant. Il prend l'exemple de l'empire chinois, de certains grands empires chinois qui ont duré des siècles et qui étaient profondément corrompus, violents, injustes, etc., et qui continuent à survivre simplement parce qu'il n'y avait pas d'adversaire à côté qui pouvait les attaquer. S'il y avait eu à côté d'eux un adversaire capable de les attaquer, ils se seraient écroulés de l'intérieur parce que la population elle-même n'aurait pas supporté, n'aurait pas soutenu un régime à ce point despotique. Donc voilà, il y a chez Kant ce regard presque de science naturelle, oui, on pourrait dire d'écologie avant la lettre, qu'il jette aussi sur, comme si c'était une sorte de ruse de la raison, une sorte de ruse de quelque chose qui conduit quand même au progrès, hein, quelque chose qui est malheureux peut quand même conduire au progrès. Et l'exemple
premier qu'il prend pour faire comprendre son histoire, eh bien, c'est encore l'exemple de la chute, l'exemple de la Genèse. Il fait une lecture de la Genèse en disant, voilà, la chute, ben, c'est très 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 malheureux pour le pauvre Adam et pour la pauvre Ève, et au début c'est beaucoup d'ennuis, mais c'est par cette chute que l'humanité a progressé. On ne peut pas progresser si on ne choisit pas, si on chute. Et il n'y a pas de progrès de la liberté si on n'a pas été mis en liberté. C'est-à-dire que si on dit les serfs d'un propriétaire terrien ne sont pas mûrs pour la liberté économique, le peuple n'est pas mûr pour la liberté religieuse, la liberté de conscience, ou les sujets d'un roi ne sont pas mûrs pour la liberté politique, ils ne seront jamais mûrs, ils ne seront jamais adultes. Il faut donc bien qu'il y ait quelque chose qui passe par peut-être un peu de violence, un peu des moments difficiles, mais oui, voilà, la Révolution française, mais quand même, bon an, mal an, c'est quelque chose qui prépare quelque chose de meilleur. Ça, c'est l'optimisme de Kant qui est quand même très typique même des Lumières, même à la fin des Lumières. C'est cette vision dans laquelle il y a une histoire de l'humanité, et il faut donner un petit peu ce sens épique d'une longue histoire de l'humanité qui va quand même tendanciellement, globalement, vers le progrès, vers le mieux.